Elle prétend être avocate, a déclaré ma sœur au comité de discipline. Impossible. Elle a réussi le barreau. Mes parents ont déposé une plainte, m'accusant d'être une fraude. Je suis restée silencieuse pendant l'audience. La juge présidente a ouvert mon dossier, puis a cessé de respirer un instant. Mademoiselle Hamilton, vous avez plaidé devant moi l'année dernière, dans l'affaire Fitzgerald. J'ai qualifié cette défense de la plus brillante que j'ai vue en 30 ans. Pourquoi votre famille prétend-elle? La salle de conférence sentait le bois ancien et le parfum de luxe. J'étais assise à la longue table en acajou, les mains croisées sur mes genoux, et je regardais ma sœur, Brenda, jouer nerveusement avec son collier de perles en face de moi. Mes parents l'encadraient de chaque côté, leur visage figé dans une expression identique de vertueuse justification. Nous avons des preuves, a annoncé ma mère au panel de 3 membres. Sa voix portait ce ton particulier qu'elle avait perfectionné au fil des ans, celui qui suggérait que quiconque était en désaccord avec elle était soit stupide, soit volontairement ignorant. Notre fille ment sur ses qualifications depuis des années. Elle n'a jamais réussi l'examen du barreau. Elle exerce le droit illégalement, et nous avons estimé qu'il était de notre devoir civique de la dénoncer. La juge Patricia Morland était assise au centre du panel, ses cheveux argentés tirés en un chignon soigné. À sa gauche se trouvait Thomas Ashford, un associé principal de l'un des plus anciens cabinets de Boston. À sa droite était assis le détective Lawrence Brennan, de la brigade des fraudes. Tous 3 avaient devant eux des dossiers cartonnés ouverts. Mademoiselle Hamilton, dit la juge Morland, ses yeux rencontrant les miens. Vous avez été remarquablement silencieuse tout au long de cette procédure. Souhaitez-vous répondre à ces allégations? J'ai soutenu son regard, mais je n'ai rien dit. Mon avocat, Graham Whitmore, m'avait conseillé de les laisser parler. De les laisser construire leur argumentation. De les laisser prendre confiance. Brenda se pencha en avant, le tissu de son chemisier de créateur bruissant. Votre honneur, ma sœur a toujours été une déception pour la famille. Elle a à peine obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Elle est allée dans un obscur community college en Ohio, dont personne n'a jamais entendu parler. L'idée qu'elle ait pu réussir l'examen du barreau du Massachusetts est risible. Mon père a hoché la tête vigoureusement. Nous avons essayé de la soutenir, dit-il, la voix lourde d'une tristesse fabriquée. Vraiment, nous l'avons fait, mais elle vit dans un monde imaginaire. Quand nous avons découvert qu'elle représentait réellement des clients, nous savions que nous devions agir. L'expression de la juge Morland est restée neutre, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Elle a ouvert le dossier devant elle, et j'ai vu son visage changer, le léger écarquillement de ses yeux, la pause dans sa respiration, la façon dont ses doigts se sont crispés sur le bord du papier. Mademoiselle Hamilton, dit-elle lentement. Vous avez plaidé devant moi l'année dernière, dans l'affaire Fitzgerald. La pièce est devenue silencieuse. Je me souviens très bien de vous, a poursuivi la juge Morland, sa voix prenant une qualité différente. J'ai qualifié cette défense de la plus brillante que j'ai vue en 30 ans de magistrature. Pourquoi votre famille prétend-elle que vous n'êtes pas une avocate diplômée? Le visage de ma mère est devenu blême. La bouche de Brenda s'est ouverte et fermée, comme un poisson cherchant de l'air. Peut-être, dis-je doucement, prenant la parole pour la première fois, devrions-nous commencer par le commencement. Grandir en tant que cadette de 2 filles dans la famille Hamilton, c'était vivre dans l'ombre de Brenda. Ma sœur était tout ce que mes parents désiraient, belle, charmante, populaire sans effort. Elle obtenait d'excellentes notes sans étudier, sortait avec le capitaine de l'équipe de football, et a été acceptée à Yale avant même la fin de sa dernière année de lycée. J'étais l'accident, arrivé 7 ans plus tard. Le bébé surprise que ma mère mentionnait parfois après son 3e verre de vin lors des dîners. Là où Brenda était blonde et élancée, j'étais brune et solide. Là où elle excellait naturellement, je luttais et me battais pour chaque baie. Mes parents ont clairement montré quelle fille était le trophée, et laquelle était la consolation. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, est devenu le refrain favori de ma mère, prononcé avec une frustration croissante tout au long de mon adolescence. La comparaison s'est cristallisée durant l'été suivant ma 2e année de lycée. Brenda venait de terminer sa première année à la faculté de droit de Yale, et mes parents ont organisé un dîner de célébration chez nous, dans la banlieue du Connecticut. 20 personnes sont venues, toutes désireuses de porter un toast à leur enfant prodige. J'ai servi les amuse-gueules dans une robe noire que ma mère avait achetée spécialement pour l'occasion, jouant le rôle de la petite sœur serviable, pendant que Brenda tenait salon,
parlant de droit constitutionnel et de son stage d'été dans un prestigieux cabinet de New York. « Et toi, alors ?» m'a demandé Madame Crawford, la voisine, sa voix dégoulinant d'un désintérêt poli. « Quels sont tes projets pour l'université ?» Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue. « Oh, elle ira probablement au Community College du centre-ville. Peut-être pour étudier quelque chose de pratique, comme l'hygiène dentaire. » Le dédain dans sa voix m'a piqué plus que les mots eux-mêmes. Brenda a ri, de ce son cristallin que tout le monde trouvait si charmant. « Tout le monde n'est pas fait pour les études supérieures, a-t-elle dit en me tapotant l'épaule. Il n'y a aucune honte à connaître ses limites. Quelque chose s'est durci en moi cette nuit-là. J'avais 16 ans, avec encore 2 ans de lycée devant moi. Et j'ai décidé qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, je leur ferais regretter chaque mot condescendant. Ces 2 dernières années de lycée ont été solitaires. J'ai gardé la tête baissée, j'ai amélioré mes notes autant que possible, et j'ai commencé à chercher des universités que je pouvais réellement me permettre. Mes parents avaient clairement indiqué que le fonds d'études familial avait été épuisé par les dépenses de Brenda pour son université de l'Ivy League. Quoi que je veuille faire ensuite, je devrais le financer moi-même. Je suis allé au Community College, comme ma mère l'avait prédit. Le Lakewood Community College, dans la campagne de l'Ohio, n'était ni prestigieux ni impressionnant, mais il était abordable et suffisamment loin du Connecticut pour que je n'ai pas à assister à l'ascension continue de Brenda. Mes parents m'ont envoyé un chèque de $2000 à mon départ, que mon père a explicitement qualifié de « tout le soutien que nous pouvons nous permettre de te donner ». Les études de Brenda allaient coûter $60 000 par an, mais je n'ai rien dit. J'ai juste pris l'argent et je suis parti. À Lakewood, j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Quand on ne me comparait pas constamment à ma sœur, je pouvais réellement me concentrer. J'ai suivi un programme de cours complet et j'ai travaillé 30 heures par semaine dans un restaurant local. Mes notes ont grimpé. Dès mon 2e semestre, j'avais une moyenne parfaite. Ma conseillère, la professeure Ruth Anderson, l'a remarqué. C'était une ancienne procureure qui avait quitté le monde juridique après la mort de son mari, pour se consacrer à l'enseignement des études parajuridiques. Elle a vu en moi quelque chose que ma famille n'avait jamais vu. « Vous avez un instinct naturel pour le raisonnement juridique », m'a-t-elle dit un après-midi dans son bureau. « Avez-vous déjà envisagé de faire des études de droit ?» J'ai ri. Le son est sorti, amer. Ma sœur a fait yellow. Je suis la déception de la famille. Rappelez-vous qui vous a dit ça, les yeux de la professeure Anderson se sont aiguisés derrière ses lunettes cerclées de fils. Tout ce qui compte. Elle s'est adossée à son fauteuil. Laissez-moi vous dire quelque chose sur les études de droit. Ce n'est pas une question de point de départ. C'est une question de volonté de travailler dur. Et vous, d'après ce que j'ai vu, vous travaillez plus dur que n'importe qui dans ce programme. La conversation m'est restée en tête. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un croyait que je pouvais être plus que la fille Hamilton de second rang. Au cours des 2 années suivantes, la professeure Anderson est devenue mon mentor. Elle m'a appris à penser comme une avocate, à construire des arguments, à trouver les failles dans les positions adverses. Elle m'a poussé plus durement que n'importe quel professeur auparavant. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'associé de Lakewood, elle m'a remis une lettre de recommandation et une liste de facultés de droit qui offraient des bourses basées sur les besoins. Ne laissez personne vous dire de quoi vous êtes capable, a-t-elle dit. Surtout pas votre famille. J'ai postulé à la faculté de droit de l'université Suffolk à Boston. Ce n'était pas Yale, mais c'était un établissement respecté avec une solide réputation régionale. Ma lettre de motivation était honnête. J'ai écrit sur le fait d'être sous-estimé, de devoir faire mes preuves, de vouloir représenter les gens qui n'ont pas de voix. La lettre d'acceptation est arrivée en mars. Bourse complète. J'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle. La fac de droit? La voix de ma mère était incrédule. Tu n'es pas sérieuse. Suffolk m'a offert une bourse complète, dis-je en essayant de garder une voix stable. Je commence à l'automne. Il y a eu une longue pause. Puis mon père a pris le téléphone. Écoute, Nancy, nous apprécions que tu essaies de t'améliorer, mais la fac de droit. Tu as eu du mal à finir le lycée. Ce sera une énorme perte de temps pour toi, et de ressources pour eux. J'ai une moyenne parfaite du Lakewood Community College. Ma mère est intervenue. Ce n'est pas la même chose. Brenda ne dirait jamais ça parce qu'elle est trop gentille, a poursuivi mon père,
mais nous craignons que tu ne t'exposes à un échec dévastateur. La fac de droit est incroyablement difficile. Tu devrais peut-être envisager quelque chose de plus réaliste. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire autre chose. Puis, j'ai tout emballé dans ma Honda de 15 ans et j'ai conduit jusqu'à Boston. La fac de droit à Suffolk était brutale. Mes parents avaient eu raison sur un point, c'était incroyablement difficile. J'étudiais 80 heures par semaine, je vivais de nouilles instantanées et de beurre de cacahuètes, et je dormais à peine. Les autres étudiants venaient de meilleures écoles, de meilleurs milieux. Ils avaient des relations familiales et des opportunités de stage assurées avant même la fin du premier semestre. Je n'avais rien, sauf les mots de la professeure Anderson qui résonnaient dans ma tête et un besoin brûlant de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Ma famille n'est pas venue me voir. Ils n'ont pas appelé. Pour Thanksgiving, ma première année, j'ai travaillé comme hôtesse dans un restaurant du centre-ville au lieu de rentrer à la maison. Pour Noël, c'était pareil. Mes parents ont envoyé une carte avec un billet de $50 à l'intérieur et un mot qui disait « Nous pensons à toi en cette période difficile ». Brenda, pendant ce temps, était devenue associée junior dans son cabinet de New York. Le Facebook de ma mère était rempli de photos, Brenda à des galas de charité, Brenda recevant des prix, Brenda interviewée pour des revues juridiques. L'enfant prodige continuait de briller. J'ai étudié encore plus dur. En deuxième année, quelque chose a changé. Le droit a commencé à prendre un sens qu'il n'avait pas auparavant. Je pouvais voir les schémas, les arguments, les stratégies. Ma professeure de droit des contrats, une femme sévère nommée Dr Hélène Vasquez, m'a prise à part après un cours. Vous avez des compétences analytiques exceptionnelles, a-t-elle dit. Avez-vous pensé à postuler pour la revue de droit? Je n'y avais pas pensé. La revue de droit était pour les meilleurs étudiants, ceux destinés à des postes de greffier à la Cour suprême et à de grands cabinets, pas pour les étudiants transférés d'un community college qui cumulaient 3 emplois à temps partiel. Vous devriez postuler, a poursuivi le docteur Vasquez. Je vous écrirai une recommandation. J'ai intégré la revue de droit. J'ai aussi remporté le prix d'excellence académique pour les étudiants de deuxième année et j'ai décroché un stage d'été dans un petit cabinet de défense pénale. Quand j'ai appelé pour l'annoncer à mes parents, ma mère a soupiré. C'est bien, ma chérie. Brenda vient de se fiancer. C'est un diplômé de MBA de Harvard. Il prévoit un mariage au printemps. Bien sûr, qu'il le prévoyait. En troisième année, j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude. J'étais troisième de ma promotion. J'avais 2 offres d'emploi de cabinet respectées de Boston. L'examen du barreau était prévu pour juillet, et j'ai étudié pour cet examen comme si ma vie en dépendait, car, à bien des égards, c'était le cas. Mes parents ne sont pas venus à ma remise de diplôme de la faculté de droit. Le mariage de Brenda avait lieu le même week-end, et naturellement, cela avait la priorité. J'étais assise dans le public, entourée de camarades de classe et de leurs familles fières, ressentant la piqûre familière de l'oubli. La professeure Anderson a pris l'avion depuis l'Ohio. Elle s'est assise au 2e rang et a applaudi quand ils ont appelé mon nom. Après, elle m'a emmené dîner dans un restaurant italien du North End. Ta famille ne te mérite pas, a-t-elle dit autour d'un plat de pâtes. Mais ça n'a pas d'importance. Tu as fait ça pour toi. Je l'ai fait pour leur prouver qu'ils avaient tort, ai-je admis. Elle a souri. Ça marche aussi. Les résultats de l'examen du barreau sont arrivés en novembre. J'avais emménagé dans un minuscule studio à Cambridge et je travaillais comme assistante juridique chez Morrison et Associés en attendant. L'email est arrivé à 6h47 du matin. J'avais réussi. Non seulement réussi, j'avais obtenu un score dans les 5% supérieurs. Je me suis assise par terre, dans mon appartement, et j'ai pleuré. Puis j'ai appelé mes parents. C'est merveilleux, ma chérie, dit ma mère, d'une voix distraite. Ton père et moi sommes en route pour la maison de Brenda. Elle est enceinte. Nous allons l'aider avec la chambre du bébé. J'ai réussi l'examen du barreau. Oui, tu l'as mentionné. Nous sommes très fiers. Écoute, on peut te rappeler? Nous sommes presque chez elle. Ils n'ont jamais rappelé. Le cabinet Morrison et Associés était spécialisé en défense pénale. Le travail était dur, les heures longues et le salaire modeste, mais j'adorais ça. J'aimais le défi de construire un dossier, le frisson du contre-interrogatoire, la satisfaction d'obtenir des acquittements pour des clients que tout le monde avait déjà condamnés. Mon patron, Frank Morrison,
était un vétéran aguerri qui pratiquait depuis 40 ans. Il m'a appris à lire les jurys, à trouver l'histoire dans les preuves, à me battre pour les gens que le système avait abandonnés. « Tu es doué pour ça », m'a-t-il dit après ma première victoire en procès. Vraiment doué. Tu as des instincts que la plupart des avocats ne développent jamais. J'ai travaillé sur chaque affaire comme si c'était la plus importante de ma carrière. Je me suis bâti une réputation de minutie, d'acharnement, de préparation. D'autres avocats ont commencé à me recommander des clients. Les juges ont commencé à me reconnaître au tribunal. Ma famille n'en avait aucune idée. Nous nous parlions peut-être 3 fois par an, de brefs appels téléphoniques où ma mère me tenait au courant des succès de Brenda et posait des questions superficielles sur mon petit boulot d'avocate. Puis est venue l'affaire Fitzgerald. Daniel Fitzgerald était accusé d'avoir détourné 3 millions de dollars de son employeur, une société d'investissement de taille moyenne. Les preuves semblaient accablantes, des virements bancaires à son nom, des documents falsifiés, une trace écrite qui semblait mener directement à lui. L'accusation était confiante. Les médias l'avaient déjà condamné. Frank m'a confié l'affaire. C'est ta chance, a-t-il dit. Très médiatisé, beaucoup d'attention. Gagne ce procès, et tu te feras un nom. J'ai passé 4 mois à me préparer. J'ai examiné chaque document, chaque relevé bancaire, chaque email. J'ai engagé des experts comptables judiciaires. J'ai retrouvé des témoins, et, peu à peu, j'ai trouvé les incohérences, les schémas qui ne collaient pas, la chronologie qui n'avait aucun sens. Quelqu'un avait piégé Daniel Fitzgerald, et je pouvais le prouver. Le procès a duré 3 semaines. La juge Patricia Morland présidait. Elle était connue pour être juste, mais exigeante, une ancienne procureure qui ne tolérait pas l'incompétence. La salle d'audience était bondée chaque jour de journalistes et d'observateurs juridiques. J'ai démoli l'argumentation de l'accusation, pièce par pièce. J'ai montré comment les virements avaient été manipulés, comment les documents avaient été antidatés, comment le véritable auteur du détournement était en fait le superviseur de Daniel, qui avait disparu aux îles Caïmans 2 jours avant le début de l'enquête. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Non coupable, sur tous les chefs d'accusation. La juge Morland m'a convoqué à la barre par la suite. Mademoiselle Hamilton, a-t-elle dit, en 30 ans de magistrature, c'est la plus brillante défense que j'ai vue. Vous avez une carrière extraordinaire devant vous. La communauté juridique l'a remarqué. J'ai commencé à recevoir des appels de plus grands cabinets, des offres d'associations, des invitations à prendre la parole lors de conférences. Ma clientèle a grandi. J'ai déménagé dans un meilleur appartement. Je pouvais enfin me permettre de manger autre chose que des nouilles instantanées. Je n'ai toujours pas donné les détails à ma famille. À quoi bon? 2 ans après l'affaire Fitzgerald, ma réputation s'était solidifiée. Je traitais des cas de plus en plus complexes, je servais de mentor à de jeunes avocats chez Morrison et Associés, et Frank m'avait officiellement nommé associé. Hamilton et Morrison, ça sonnait bien. Ma relation avec ma famille est restée superficielle, des appels de vacances obligatoires, des cartes d'anniversaire avec des messages génériques, l'interaction occasionnelle sur Facebook où ma mère commentait les publications de Brenda mais ignorait les miennes. Brenda elle-même semblait me considérer avec une légère curiosité, comme si j'étais une cousine éloignée qu'elle se souvenait vaguement d'avoir rencontrée une fois. Elle pratiquait le droit des sociétés à New York, devenant associée à 32 ans. Son mari, Trevor, venait d'une famille riche. Ils avaient 2 enfants, une maison de ville dans le village et une résidence d'été dans les Hamptons. J'étais toujours la fille Hamilton de second rang, juste avec un diplôme de droit. Puis, tout a changé à cause d'une invitation à un mariage. L'invitation est arrivée en mars, un carton épais avec des dorures. Ma cousine Valérie se mariait dans le Connecticut, et toute la famille élargie serait là. Je n'avais pas vu la plupart d'entre eux depuis plus de 10 ans. J'ai failli ne pas y aller, mais quelque chose m'a poussé à répondre oui. Le mariage avait lieu dans un country club devant lequel j'étais passé 1000 fois en grandissant, mais où je n'étais jamais entré. Je portais une robe bleu marine et des bijoux discrets, essayant de me fondre dans le décor. Mon plan était d'arriver, de féliciter Valérie, et de partir avant la fin de la réception. Le plan a tenu environ 15 minutes. J'étais au bar quand Brenda m'a trouvé. Elle était magnifique dans une robe de couleur rose, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, des diamants scintillant à son cou. « Te voilà, dit-elle, sa voix chaleureuse, mais ses yeux calculateurs. On ne t'a presque pas vu depuis des années. Que as-tu fait de beau?
J'ai travaillé, dis-je simplement. Toujours dans ce petit cabinet à Boston. Elle a siroté son champagne. C'est mignon. Trevor et moi nous disions justement que nous devrions venir te voir un de ces jours, voir comment vit l'autre moitié. La condescendance était subtile, mais sans équivoque. Je me suis senti à nouveau comme à 16 ans, servant des amuse-gueules pendant que tout le monde louait l'enfant prodige. Ma mère est apparue, flanquée de 2 de ses amis. Oh, bien. Vous êtes toutes les 2 là, dit-elle. Barbara me posait justement des questions sur mes filles. Brenda est associée chez Strickland et Morris à Manhattan, bien sûr. Et voici ma fille cadette. Elle fait une sorte de travail juridique à Boston. Une sorte de travail juridique ? Ai-je répété. Ma mère a agité la main d'un air dédaigneux. Tu sais, je ne comprends pas tous les détails, ma chérie. Tu travailles avec des criminels, ou quelque chose comme ça. Une de ses amies semblait mal à l'aise. L'autre, une femme nommée Patricia, s'est éclairée. Oh, vous êtes avocate commise d'office ? C'est un travail si noble. Je suis avocate de la défense pénale en pratique privée, dis-je. C'est la même chose, en somme, a dit ma mère. Brenda a ri. Allons, maman. Il y a une assez grande différence entre les avocats commis d'office et les vrais avocats pénalistes. Sans vouloir t'offenser, a-t-elle ajouté en me regardant. Je suis sûr que tu te débrouilles bien. Quelque chose en moi s'est fissuré, pas brisé. J'avais été brisée avant, et je m'étais reconstruite. C'était différent. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, après des années à être ignorée, négligée et sous-estimée. En fait, dis-je d'une voix stable, je viens de gagner l'affaire Maury le mois dernier. Les journaux l'ont qualifié de plus grande victoire en matière de criminalité en col blanc au Massachusetts cette année. L'expression de Brenda n'a pas changé. C'est bien. Je suis sûr que ça t'a semblé être un grand événement. Ma mère m'a tapoté le bras. Nous sommes fiers de toi pour tes efforts, ma chérie. Maintenant, allons trouver ton père. Il veut des photos de ses 2 filles. Elles se sont éloignées, me laissant au bar avec Patricia, qui m'a adressé un sourire compatissant. Pour ce que ça vaut, dit-elle doucement, je trouve ça impressionnant. Le droit pénal est incroyablement difficile. Je l'ai remercié et j'ai commandé un autre verre. Je suis resté pour le reste de la réception, observant ma famille interagir, les écoutant louer les accomplissements de Brenda tout en évitant soigneusement de me poser des questions sur les miens. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je me suis assise dans mon salon et j'ai pris une décision. J'en avais fini d'essayer de gagner leur respect. J'en avais fini d'attendre qu'ils me voient. Mais je n'allais plus les laisser me rabaisser non plus. 4 mois après le mariage, j'ai reçu un appel de Graham Whitmore, un avocat avec qui j'avais travaillé sur quelques affaires. Il semblait inquiet. « Êtes-vous assise ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Quelqu'un a déposé une plainte contre vous auprès du barreau de l'État. » Mon sang se glaça. « Quoi ? Ils prétendent que vous avez falsifié vos qualifications. Que vous n'avez jamais réellement réussi l'examen du barreau. Que vous pratiquez le droit illégalement depuis des années. C'est insensé. Qui ferait ? Votre famille, dit Graham. Vos parents et votre sœur ont déposé une plainte commune. Ils ont des documents, des déclarations sous serment. Ils prétendent que vous avez menti sur l'obtention de votre diplôme de droit et que vous avez falsifié votre certificat de réussite à l'examen du barreau. Je ne pouvais plus respirer. Ils ont fait quoi ? Il y aura une audience. Le comité de discipline veut enquêter. C'est sérieux. S'ils croient les allégations, vous pourriez perdre votre licence. Vous pourriez faire face à des poursuites pénales. Je me suis laissé tomber lourdement sur mon canapé. Ma famille avait vraiment fait ça. Ils avaient essayé de détruire ma carrière parce que j'avais enfin accompli quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. J'ai besoin que vous me représentiez, dis-je. C'est déjà fait, répondit Graham. Mais c'est grave. Même des accusations infondées peuvent nuire à votre réputation. Nous devons comprendre pourquoi ils font ça. Je savais pourquoi. Parce que j'avais cessé d'être invisible. Parce que j'avais réussi d'une manière qu'ils ne pouvaient ignorer. Parce que la fille décevante était devenue quelque chose qu'ils ne pouvaient plus contrôler. La documentation soumise par ma famille était élaborée. Ils avaient rassemblé de vieux bulletins scolaires du lycée montrant mes notes médiocres.
Ils avaient trouvé des gens prêts à signer des déclarations sous serment disant que j'avais toujours eu des difficultés scolaires. Ils avaient même, d'une manière ou d'une autre, obtenu des dossiers du Lakewood Community College, bien qu'ils aient commodément omis la partie concernant ma moyenne parfaite. La déclaration de Brenda était particulièrement détaillée. Elle affirmait que j'étais jalouse de son succès depuis des années et que j'avais commencé à me faire passer pour une avocate pour rivaliser avec elle. Elle disait que j'étais devenue délirante, créant une vie imaginaire où j'étais une avocate à succès au lieu d'accepter mes limites. La déclaration de mes parents était pire. Ils me décrivaient comme perturbé, instable, quelqu'un qui avait toujours eu du mal à distinguer la réalité de la fiction. Ils exprimaient leur inquiétude pour les clients que je pourrais tromper et exhortaient le comité à enquêter de manière approfondie. C'était une diffamation déguisée en devoir civique. Graham a tout examiné avec une incrédulité croissante. C'est vindicatif, dit-il. Ils essaient de vous ruiner. Le peuvent-ils? Non, dit-il fermement. Parce que tout ce qu'ils affirment est faux. Vous êtes diplômé de Suffolk. Vous avez réussi le barreau. Vous êtes une avocate agréée en règle. C'est du harcèlement. Alors pourquoi organiser une audience? Parce que le barreau doit enquêter sur toutes les plaintes. C'est la procédure. Mais une fois qu'ils verront les preuves, vos relevés de notes, vos résultats à l'examen du barreau, vos dossiers judiciaires, l'affaire sera classée sans suite immédiatement. J'ai hoché la tête, mais la peur s'enroulait dans mon estomac. Ma famille avait opté pour la politique de la terre brûlée. Si l'audience devenait publique, les accusations seules pourraient nuire à ma réputation. Les clients pourraient perdre confiance. Les juges pourraient me voir différemment. Tout ce que j'avais construit pourrait s'effondrer parce que ma famille ne supportait pas de me voir réussir. L'audience était prévue pour un mardi matin d'octobre. Je suis arrivé au bâtiment du barreau de l'État avec Graham, l'estomac noué. Nous nous étions préparés méticuleusement. Chaque document était organisé, chaque fait vérifié. Ma famille était déjà là. Mes parents étaient assis ensemble, habillés formellement, l'air grave. Brenda était assise à côté d'eux dans un tailleur anthracite, ayant l'allure parfaite de l'avocate à succès. Ils avaient amené leur propre avocat, un type du Connecticut spécialisé dans les affaires de faute professionnelle. Ils s'étaient vraiment engagés à me détruire. Le panel de 3 membres est entré, la juge Morland, Thomas Ashford et le détective Brennan. J'ai ressenti un petit soulagement en voyant la juge Morland. Elle me connaissait. Elle avait vu mon travail. Mais je savais aussi qu'elle devrait être impartiale. L'audience a commencé. L'avocat de mes parents a présenté leur cas avec une théâtralité impressionnante. Il a brossé le portrait d'une jeune femme perturbée qui s'était fabriquée toute une carrière. Il m'a qualifié de désespérée, de délirante, de dangereuse. Brenda a témoigné. Elle a parlé de la façon dont j'avais toujours été elle l'enfant à problème, de mes difficultés à l'école, de l'inquiétude de la famille quand j'avais commencé à prétendre être avocate. Elle a même dit aux gens qu'elle avait gagné de grandes affaires, a dit Brenda, la voix lourde d'une fausse tristesse. Elle décrivait ses procès élaborés en détail. C'était déchirant à voir. Ma mère a témoigné. Elle a parlé de mon enfance difficile, de mes difficultés scolaires, de ma prétendue déconnexion de la réalité. Mon père a témoigné. Il a affirmé qu'ils avaient essayé de me faire aider, mais que j'avais refusé. Il a dit que déposer la plainte avait été la chose la plus difficile qu'ils aient jamais faite, mais qu'ils s'y sentaient moralement obligés. Pendant tout ce temps, je suis restée silencieuse. Graham m'avait conseillé de ne pas réagir, de ne pas m'engager. Laisse-les parler. Laisse-les prendre confiance. Puis, ce fut notre tour. La juge Morland m'a regardé. Mademoiselle Hamilton, vous avez été remarquablement silencieuse tout au long de cette procédure. Souhaitez-vous répondre à ces allégations? J'ai soutenu son regard. Votre honneur, je préfère laisser mon dossier parler de lui-même. Graham a commencé à présenter nos preuves, mon diplôme summa cum laude, mon certificat de réussite à l'examen du barreau, ma licence pour pratiquer le droit au Massachusetts, des lettres de recommandation de professeurs, de collègues, de juges. Thomas Ashford a parcouru les documents, son expression passant du scepticisme à la confusion. Puis, la juge Morland a ouvert mon dossier, le registre détaillé de chaque affaire que j'avais plaidée, chaque requête que j'avais déposée, chaque client que j'avais représenté. Elle a cessé de respirer un instant. Ses yeux se sont écarquillés. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance.
Mademoiselle Hamilton, dit-elle lentement. Vous avez plaidé devant moi l'année dernière, dans l'affaire Fitzgerald. La pièce est devenue silencieuse. Je me souviens très bien de vous, a poursuivi la juge Morland. J'ai qualifié cette défense de la plus brillante que j'ai vue en 30 ans de magistrature. Pourquoi votre famille prétend-elle que vous n'êtes pas une avocate diplômée? Le visage de ma mère a perdu toute couleur. La bouche de Brenda s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Mon père s'est agrippé au bord de la table. Graham s'est levé. Votre honneur, si je puis me permettre, les preuves montrent clairement que mademoiselle Hamilton n'est pas seulement une avocate diplômée, mais une avocate exceptionnellement accomplie. Elle est diplômée avec mention de la faculté de droit de l'université Suffolk. Elle a réussi le barreau du premier coup, se classant dans les 5% supérieurs. Elle a plaidé des dizaines d'affaires avec succès, beaucoup dans votre salle d'audience et d'autres dans tout l'État. Il a posé une autre pile de documents sur la table. Voici les archives des affaires de mademoiselle Hamilton au cours des 5 dernières années, victoire, règlement à l'amiable, félicitations judiciaires. Elle s'est bâtie une réputation impeccable dans la communauté juridique. Le détective Brennan a pris la parole. Je suis confus. La plainte suggère que mademoiselle Hamilton n'a aucune formation juridique et commet une fraude, mais ses preuves contredisent clairement cela. Parce que la plainte est fausse, a dit Graham. Délibérément, malicieusement fausse. Thomas Ashford a regardé ma famille. Avez-vous vérifié quoi que ce soit de tout cela avant de déposer votre plainte? L'avocat de mes parents a remué ses papiers. Nous nous sommes fiés aux affirmations de bonne foi de nos clients. De bonne foi? La voix de Graham s'est élevée. Ils ont déposé une plainte formelle auprès du barreau de l'État pour tenter de détruire la carrière et les moyens de subsistance d'une avocate, en se basant sur des bulletins scolaires de lycée et une animosité personnelle. Il n'y a aucune bonne foi ici. L'expression de la juge Morland était passée de confuse à furieuse. Mademoiselle Hamilton, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Votre famille a porté de graves accusations contre vous, des accusations qui, si elles étaient vraies, constitueraient une fraude criminelle. Mais les preuves montrent que vous êtes une avocate hautement qualifiée et prospère. Pouvez-vous expliquer cette divergence? C'était le moment. J'étais restée silencieuse face à leurs accusations, à leurs mensonges, à leurs tentatives de me détruire. Il était temps de parler. Ma famille, dis-je d'une voix stable, a toujours été très claire sur ce qu'elle pense de moi. J'étais la fille décevante, celle qui ne pouvait pas se mesurer à ma brillante sœur aînée. Quand je suis allé au community college, ils ont considéré cela comme la preuve de mes limites. Quand je suis entré en fac de droit, ils m'ont dit que je faisais perdre du temps à tout le monde. Quand j'ai réussi le barreau, ma mère était trop occupée à célébrer la grossesse de ma sœur pour s'en soucier. J'ai regardé directement mes parents. Je ne vous ai pas parlé de mon succès parce que j'ai appris très tôt que cela ne vous intéressait pas. Vous n'êtes pas venu à ma remise de diplôme de la fac de droit. Vous ne m'avez pas félicité quand j'ai gagné l'affaire Fitzgerald, même si elle a été couverte par le Boston Globe. Vous n'avez jamais posé de questions sur mon travail, ma vie ou mes accomplissements. Alors, non, je ne vous ai pas tenu au courant de ma carrière. Brenda a essayé d'interrompre, mais la juge Morland a levé la main. Il y a 6 mois, ai-je poursuivi, j'ai assisté à un mariage familial. Ma mère m'a présenté comme quelqu'un qui ait fait une sorte de travail juridique avec des criminels. Quand j'ai essayé d'expliquer ce que je fais réellement, ma sœur a ri et a dit que ce n'était pas la même chose que de vrais avocats pénalistes. Alors, j'ai arrêté d'essayer de vous faire voir qui j'étais. Mon père a commencé à parler, mais je n'avais pas fini. Cette plainte ne concerne pas l'inquiétude pour la profession juridique ou la protection du public. Elle concerne une famille qui ne supporte pas le fait que la fille qu'ils ont méprisée, celle qu'ils considéraient comme un échec, a réellement réussi sans votre aide, sans votre approbation, sans votre reconnaissance. La salle était complètement silencieuse. Thomas Ashford a regardé ma famille avec un dégoût non dissimulé. Vous avez déposé une plainte frauduleuse auprès de ce comité parce que vous étiez gêné par le succès de votre fille? Non, a dit ma mère rapidement. Nous croyons sincèrement. Vous croyez quoi? A coupé Graham. Que votre fille a, d'une manière ou d'une autre, trompé le barreau du Massachusetts, de multiples juges et des centaines de clients pendant 5 ans. Qu'elle a plaidé des affaires juridiques complexes sans que personne ne remarque qu'elle n'était pas qualifiée? Que la juge Morland, une juriste respectée avec 3 décennies d'expérience, ne pouvait pas faire la différence entre une vraie avocate et une fraudeuse?
Le détective Brennan s'est éclairci la gorge. Pour information, déposer une fausse plainte auprès d'un organisme de réglementation de l'État est en soi un crime. C'est aussi potentiellement diffamatoire. Le visage de Brenda était devenu blanc. Nous ne voulions pas, ce n'était pas censé. Être quoi? Dis-je doucement. Vous ne pensiez pas qu'il y aurait des conséquences? Vous pensiez pouvoir détruire ma carrière sans subir de répercussions? La juge Morland a fermé mon dossier. Son expression était sévère. Cette audience est terminée. Mademoiselle Hamilton, le comité ne trouve aucune preuve, quelle qu'elle soit, pour étayer ces allégations. Vos qualifications sont impeccables. Votre dossier est exceptionnel, et cette plainte semble malveillante et sans fondement. Elle a regardé ma famille. Je veux être très clair. Vous avez tenté d'utiliser ce comité comme une arme contre une avocate agréée en règle. Vous avez gaspillé les ressources de l'État et le temps de ce panel. Vous avez potentiellement nui à la réputation de Mademoiselle Hamilton avec des accusations sans fondement. C'est inadmissible. Thomas Ashford a hoché la tête. Je pratique à New York ainsi qu'au Massachusetts. Mademoiselle Hamilton, dit-il en regardant Brenda, je signalerai cet incident au barreau de New York. Ils prennent la conduite professionnelle très au sérieux. Les yeux de Brenda se sont écarquillés. Vous ne pouvez pas. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste cru ce que mes parents. Vous êtes avocate, a dit Ashford froidement. Vous auriez dû savoir qu'il ne faut pas signer des déclarations sous serment contenant de graves allégations sans vérifier les faits. C'est l'éthique juridique de base. Le détective Brennan s'est levé. Monsieur et Madame Hamilton. Je vais avoir besoin que vous veniez avec moi. Déposer un faux rapport est une affaire criminelle. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Mon père a essayé de protester. Leur avocat a tenté d'intervenir, mais le détective Brennan est resté impassible. La juge Morland s'est adressée directement à moi. Mademoiselle Hamilton, au nom de ce comité, je vous présente mes excuses pour l'épreuve que vous avez subie. Vous vous êtes comporté avec un professionnalisme remarquable tout au long de ce processus. Votre réputation dans la communauté juridique reste intacte. Merci, votre honneur. Alors que le panel se levait pour partir, la juge Morland a marqué une pause. Une dernière chose. Je vous recommande pour le prix d'excellence professionnelle du barreau du Massachusetts. La nomination est en attente depuis des mois, et après avoir examiné votre dossier aujourd'hui, je suis certaine que vous le méritez. J'ai senti les larmes me menacer, mais je les ai retenues. Je ne pleurais pas devant ma famille. Pas maintenant. Les conséquences ont été rapides et brutales. Le détective Brennan a bien emmené mes parents pour interrogatoire. Bien qu'il n'ait finalement pas été inculpé, l'enquête a été approfondie et humiliante. Le journal local du Connecticut a publié un article sur la fausse plainte. Les amis de ma mère ont cessé d'appeler. Brenda a fait l'objet de mesures disciplinaires de la part du barreau de New York pour avoir signé de fausses déclarations sous serment. Elle a reçu une réprimande officielle et a dû suivre une formation d'éthique supplémentaire. Plus dommageable encore a été l'atteinte à sa réputation. La nouvelle s'est répandue dans les cercles juridiques sur ce qu'elle avait fait. Les clients ont commencé à poser des questions embarrassantes. Son cabinet lui a suggéré de prendre un congé. L'avocat de mes parents a envoyé une lettre tentant d'expliquer que tout cela n'était qu'un malentendu. Graham a répondu par une lettre exposant notre intention d'intenter une action en diffamation, à moins qu'il ne présente des excuses publiques et ne retire formellement toutes les accusations. Ils ont obtempéré en une semaine. Les excuses publiques étaient brèves et visiblement pénibles à formuler pour eux. Elles sont parues dans le Boston Globe et plusieurs publications juridiques, reconnaissant que leur plainte était infondée et que j'étais une avocate agréée et accomplie. Ce n'était pas suffisant pour réparer les dommages causés à notre relation, mais, encore une fois, notre relation était brisée depuis longtemps. 3 mois plus tard, j'ai reçu le prix d'excellence professionnelle du barreau du Massachusetts lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté plus de 300 avocats, juges et professionnels du droit. La juge Morland me l'a remis personnellement, prononçant un discours sur mon dévouement, ma compétence et mon intégrité. Ma famille n'était pas là. Je ne les avais pas invités. La professeure Anderson a pris l'avion depuis l'Ohio. Elle s'est assise au premier rang et a applaudi quand ils ont appelé mon nom. Après, nous avons dîné dans le même restaurant italien du North End où nous avions célébré mon diplôme de droit. Je te l'avais dit, a-t-elle dit en levant son verre.
Ne laisse personne te dire de quoi tu es capable, surtout pas ta famille. Vous aviez raison, ai-je dit. J'ai souvent raison, a-t-elle répondu en souriant. Alors, quelle est la suite? Une offre d'un grand cabinet, une carrière politique? J'ai secoué la tête. Je reste où je suis. Morrison et Associés, c'est ma place. Petit cabinet, grand impact. Frank parle de faire de moi une associée nominale. Hamilton et Morrison, a songé la professeure Anderson. Ça sonne bien. Ça sonnait bien. 1 an a passé. Ma pratique a continué de croître. J'ai gagné plus d'affaires, j'ai pris des clients plus complexes, j'ai servi de mentor à de jeunes avocats comme la professeure Anderson et Frank l'avaient fait pour moi. Mes parents ont appelé une fois, 6 mois après l'audience. La voix de ma mère était raide, formelle. Nous voulions prendre de tes nouvelles, a-t-elle dit. Voir comment tu vas. Je vais bien, ai-je répondu. C'est bien. Ton père et moi avons réfléchi à ce qui s'est passé. Nous avons peut-être surréagi. Peut-être surréagi. Pas nous avons eu tort ou nous sommes désolés. Juste peut-être surréagi, comme s'il s'était énervé pour une broutille au lieu d'essayer de détruire ma carrière. Y a-t-il autre chose, ai-je demandé. Une longue pause. Brenda a des difficultés, a dit ma mère. La réprimande a nui à sa carrière. Elle pourrait devoir quitter son cabinet. Ah, voilà. Ils n'appelaient pas pour s'excuser. Ils appelaient parce que l'enfant prodige était terni, et qu'ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit. Et je le pensais. Pas par culpabilité, mais parce que j'étais sincèrement désolé pour Brenda. Elle avait été élevée en croyant qu'elle était meilleure que tout le monde, et maintenant, elle apprenait que les actions avaient des conséquences. Nous espérions que tu pourrais parler à certaines personnes, a poursuivi ma mère. Utiliser tes relations. L'aider à trouver un nouveau poste. L'audace était à couper le souffle. Non, ai-je dit simplement. Mais c'est ta sœur, a protesté ma mère. La famille s'entraide. La famille, ai-je répété lentement, ne dépose pas de fausses plaintes pour essayer de détruire les carrières des uns et des autres. La famille ne signe pas de déclaration sous serment prétendant que leur fille est délirante. La famille ne passe pas des années à faire en sorte que quelqu'un se sente sans valeur, pour ensuite demander des faveurs quand ça l'arrange. Mon père a pris le téléphone. Tu es mesquine. Nous avons fait une erreur, mais garder rancune n'est pas productif. Brenda a besoin d'aide. Brenda est une adulte et une avocate diplômée, ai-je dit. Elle a fait des choix. Elle a signé des documents juridiques contenant de fausses accusations. Ces choix ont des conséquences. Ce n'est pas à moi de résoudre ce problème. Après tout ce que nous avons fait pour toi, dit ma mère, sa voix s'élevant avec une indignation familière. Nous t'avons élevé. Nous t'avons soutenu. Vous m'avez donné $2000 pour l'université, ai-je dit. Vous avez donné à Brenda $60 000 par an pour Yale. Vous êtes venu à tous ces événements, et à aucun des miens. Vous avez célébré ses victoires et méprisé les miennes. Vous avez dit aux gens que je faisais une sorte de travail juridique tout en vous vantant de son association. Alors, non, vous ne pouvez pas prétendre m'avoir soutenu. Nous sommes toujours tes parents, a dit mon père. Cela doit bien signifier quelque chose. C'est vrai, ai-je convenu. Cela signifie que je serai poli si nous nous voyons lors d'événements familiaux. Cela signifie que je ne vous poursuivrai pas en diffamation, même si j'en ai les moyens. Mais cela ne signifie pas que je vous dois quoi que ce soit au-delà d'une courtoisie élémentaire. La ligne est restée silencieuse un long moment. Nous avons essayé, a finalement dit ma mère, la voix froide. Nous avons essayé de tendre la main, d'arranger les choses. Si tu veux être têtue et rancunière, c'est ton choix. Mais ne t'attends pas à ce que nous continuions d'essayer. Je ne m'y attendrai pas, ai-je dit, et j'ai raccroché. L'appel m'a laissé secouer, mais aussi étrangement libéré. Pendant des années, une partie de moi avait espéré qu'il finirait par me voir. Vraiment me voir. Cet espoir était enfin mort, et son absence ressemblait à un soulagement. Graham a appelé le lendemain. L'avocat de votre mère a pris contact. Ils veulent régler discrètement d'éventuelles poursuites. Ils offrent une somme substantielle si vous signez un accord de non-divulgation sur tout l'incident. Quelle somme? Il a mentionné un chiffre qui m'a fait cligner des yeux. 6 chiffres.
Assez pour rembourser mon appartement, développer mon cabinet, ne plus jamais m'inquiéter de l'argent. Qu'en pensez-vous? Ai-je demandé. Je pense qu'ils ont peur, a dit Graham. Peur que vous écriviez à ce sujet, que vous en parliez publiquement, que vous nuisiez davantage à leur réputation. L'argent, c'est pour acheter votre silence. J'y ai réfléchi pendant exactement 10 secondes. Dites leur non. Je ne signe rien. Si je veux discuter de ce qui s'est passé, je le ferai. Ils ne vont pas me payer pour que je prétende que ça n'a pas eu lieu. Graham a ri. J'espérais que vous diriez ça. Pour mémoire, je pense que vous faites le bon choix. Certaines choses comptent plus que l'argent. La conversation m'a rappelé pourquoi je m'étais lancé dans la défense pénale au départ. Parce que l'argent et le pouvoir ne devraient pas pouvoir enterrer la vérité. Parce que défendre ce qui est juste signifie parfois sacrifier ce qui est confortable. Ma famille avait essayé d'acheter mon silence, de la même manière qu'elle avait essayé de détruire ma carrière, en supposant que j'étais assez faible pour accepter tout ce qu'ils offraient. Ils avaient tort sur les deux tableaux. 2 ans après l'audience, j'ai reçu un email inattendu. Il venait de l'adresse personnelle de Brenda, pas de son compte professionnel. L'objet était « Je suis désolé ». Je l'ai fixé longtemps avant de l'ouvrir. Une partie de moi voulait le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'a emporté. L'email était long, décousu, et étonnamment honnête. Brenda y racontait comment elle avait perdu son emploi au cabinet, comment son mariage avec Trevor s'effondrait, comment elle avait passé les 2 dernières années en thérapie, essayant de comprendre pourquoi elle avait participé à la destruction de la carrière de sa propre sœur. Elle ne cherchait pas d'excuses. Elle a admis qu'elle avait été jalouse en me voyant au mariage, confiante et réussissant d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle a avoué qu'elle m'avait toujours considéré comme inférieur, comme nos parents le lui avaient appris, et que me voir réussir avait menacé toute son identité d'enfant prodige. Je me suis dit que je protégeais la profession juridique, écrivait-elle. Mais en réalité, j'essayais juste de te rabaisser, parce que je ne supportais pas que tu sois doué dans quelque chose. Parce que si tu pouvais réussir malgré tout, qu'est-ce que cela disait de moi? J'avais tous les avantages, et tu n'en avais aucun. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu es devenue une meilleure avocate que je ne le serai jamais. L'email se terminait par une simple demande. Je ne demande pas le pardon. Je ne le mérite pas. Mais j'avais besoin que tu saches que je suis désolé. Vraiment, profondément désolé. Ce que j'ai fait est impardonnable, et je passerai le reste de ma vie à le regretter. J'ai lu l'email 3 fois. Puis, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me promener le long de la rivière Charles. Les excuses de Brenda étaient probablement sincères. Perdre tout a une façon de forcer les gens à affronter qui ils sont vraiment. Mais les excuses, aussi sincères soient-elles, n'effacent pas les actions. Elles n'annulent pas l'audience, les accusations, la tentative de détruire tout ce que j'avais bâti. J'ai pensé à répondre, à écrire quelque chose de gracieux et de pardonnant, parce que c'est ce que la personne la plus mature ferait. Mais je n'étais plus intéressé à être la plus mature. J'ai supprimé l'email sans répondre. 5 ans après l'audience, j'ai été invité à prendre la parole lors de la remise des diplômes de la faculté de droit de Suffolk. La professeure Anderson était assise dans le public, rayonnante de fierté. Je me tenais au pupitre, regardant 200 étudiants en droit fraîchement diplômés, voyant ma version plus jeune dans leurs visages pleins d'espoir. Certains d'entre vous viennent de familles d'avocats, ai-je dit. Certains d'entre vous ont des relations, des opportunités, des avantages. C'est merveilleux. Utilisez-les à bon escient. J'ai marqué une pause, cherchant du regard les étudiants dans les rangées du fond, ceux qui avaient l'air fatigués et incertains. Mais certains d'entre vous n'ont pas ces choses. Certains d'entre vous sont des avocats de première génération. Certains d'entre vous cumulent 3 emplois pour payer leurs études. Certains d'entre vous ont des familles qui ne comprennent pas ce que vous avez accompli, ni pourquoi c'est important. Les étudiants fatigués se sont redressés un peu. Je veux que vous sachiez quelque chose, ai-je poursuivi. Votre chemin est peut-être plus difficile, mais cela ne rend pas votre succès moins légitime. En fait, cela le rend plus impressionnant. Vous avez mérité chaque chose que vous avez obtenue. Personne ne vous l'a offert. Personne ne vous a facilité la tâche. Vous l'avez fait vous-même. J'ai regardé directement une jeune femme au 3e rang qui pleurait doucement. Et quand les gens essaient de diminuer ce que vous avez accompli, quand ils essaient de vous faire sentir petit ou indigne, souvenez-vous de ceci,
leur opinion de vous n'est pas la vérité. Votre travail est la vérité. Vos affaires sont la vérité. Votre licence est la vérité. Accrochez-vous à cela. Les applaudissements ont été tonitruants. Après, des dizaines d'étudiants sont venus me remercier. La femme en larmes du 3e rang m'a serré fort dans ses bras. Mes parents ne sont pas venus aujourd'hui, a-t-elle murmuré. Ils ont dit que la fac de droit était une perte de temps pour quelqu'un comme moi. Alors, prouve-leur qu'ils ont tort, lui ai-je chuchoté en retour. Pas pour eux, pour toi. Elle a hoché la tête, s'essuyant les yeux, et j'ai vu en elle la même détermination que j'avais ressentie à 16 ans, en servant des amuse-gueules pendant que tout le monde louait ma sœur. 10 ans après l'audience, mon cabinet s'était agrandi pour compter 15 avocats. Nous nous spécialisions en défense pénale, représentant des clients qui ne pouvaient pas se permettre les grands cabinets d'affaires, mais qui méritaient néanmoins une excellente représentation. Nous gagnions plus d'affaires que nous n'en perdions. Nous changions des vies. Frank Morrison a pris sa retraite et passait ses journées à pêcher dans le Maine, m'appelant de temps en temps pour se vanter de la taille de sa dernière prise. La professeure Anderson est décédée paisiblement dans son sommeil, me laissant une lettre qui disait simplement « J'ai toujours su que tu y arriverais. Je suis fier de toi. Je ne me suis jamais réconcilié avec mes parents. Ils ont envoyé des cartes de Noël pendant quelques années, puis ont arrêté. J'ai appris par la famille élargie qu'ils avaient déménagé en Floride, que la santé de ma mère déclinait, qu'ils étaient devenus quelque peu reclus. Je n'ai rien ressenti à ce sujet. Ni colère, ni tristesse, ni regret. C'étaient simplement des gens que j'avais connus. Brenda a envoyé des emails occasionnels au fil des ans, des nouvelles de sa vie, des mentions de thérapie, de petites tentatives de connexion. Je n'ai jamais répondu. Finalement, ceux-ci ont également cessé. J'ai eu des relations, j'ai bâti une vie remplie d'amis qui me valorisaient et d'un travail qui comptait. J'ai adopté un chien de refuge nommé Justice, qui dormait sous mon bureau pendant que je travaillais sur mes dossiers. J'ai voyagé dans des endroits que je n'aurais jamais imaginé voir. J'ai servi de mentor à de jeunes avocats qui me rappelaient moi-même. J'étais heureuse. Un après-midi, j'étais au tribunal en train de plaider une requête quand j'ai remarqué quelqu'un assis au dernier rang du public, une femme plus âgée, aux cheveux gris fins et au visage familier. Ma mère. Nos regards se sont croisés un instant. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir, plus frêle. Elle n'a ni souri ni fait de signe. Elle est juste restée là, à me regarder travailler. Je me suis retourné vers le juge et j'ai continué mon argumentation. J'ai gagné la requête. Quand j'ai regardé à nouveau, elle était partie. Je n'ai jamais su pourquoi elle était venue. Peut-être avait-elle enfin réalisé ce qu'elle avait manqué. Peut-être voulait-elle voir par elle-même ce que j'étais devenu. Peut-être était-ce de la simple curiosité. Cela n'avait pas d'importance. Je suis sorti du palais de justice, dans le brillant après-midi de Boston. Justice m'attendait dans la voiture. Un dîner de célébration avec mon équipe était prévu pour ce soir-là. Une douzaine d'affaires sur mon bureau attendaient mon attention. J'avais bâti une vie qui valait la peine d'être vécue. J'avais prouvé à tous ceux qui avaient douté de moi qu'ils avaient tort. J'avais réussi non pas grâce à ma famille, mais malgré elle. Et, en fin de compte, c'était la meilleure des vengeances. Ils avaient essayé de me détruire, d'effacer tout ce que j'avais accompli, de me réduire à nouveau à la fille décevante qui connaissait ses limites. Ils ont échoué. J'étais l'avocate Hamilton, désormais associée nominale, lauréate de prix, mentor, défenseur. J'étais la femme qui avait plaidé l'affaire Fitzgerald. J'étais l'avocate que la juge Morland avait qualifiée de brillante. J'étais exactement celle que j'avais toujours été destinée à être. Et j'y suis arrivée, toute seule.